Je n'étais pas censé l'entendre. Papa avait oublié de raccrocher. Et soudain, sa voix a rempli ma chambre froide, calme, terrifiante. Ce vieil homme ne passera pas un jour après notre surprise de Thanksgiving. Puis le rire de maman a suivi. Le manoir sera à nous pour Noël. Mon cœur s'est arrêté. Il parlait de Papy Henry, mon grand-père milliardaire. Un instant, j'ai cru à une blague cruelle. Mais ensuite, la voix de papa est devenue plus grave. Assure-toi que le vin est prêt. C'est là que j'ai su que ce n'était pas une blague. C'était un plan. J'ai raccroché, tremblante, et j'ai composé un autre numéro. Papy, c'est moi. S'il te plaît, ne viens pas dîner. Il a marqué une pause, puis a dit doucement, ne t'inquiète pas, ma chérie. Je serai là, et je ne serai pas seule. 5 jours plus tard, lorsqu'il est entré dans notre salle à manger, mes parents se sont figés, leurs visages devenant pâles. De l'extérieur, nous avions l'air parfait. La famille Dubois, élégante, riche, inébranlable. Papa gérait l'une des succursales immobilières de Papy. Maman organisait des événements de charité et souriait sur toutes les photos. Et moi, j'étais la discrète, la fille qui croyait que nous étions chanceux. Après le décès de mamie l'année dernière, Papy Henry était devenu plus silencieux, plus renfermé. Papa avait dit, il est vieux, Émilie. Il a besoin de nous. Nous allons rendre cette année spéciale pour lui. Alors, quand il a suggéré d'inviter Papy au dîner de Noël, j'ai trouvé ça gentil. Maintenant, je voyais ce que c'était réellement, un appât. La semaine précédant les fêtes, notre hôtel particulier à Paris s'est transformé en plateau de tournage. Maman aboyait des ordres à la gouvernante. Pas de poussière, pas de taches. Henri Mercier remarque tout. Papa était obsédé par le menu et le vin. Il adore son Bordeaux. Assurez-vous qu'il soit parfaitement vieilli. Tout devait être impeccable. L'illusion de l'amour cachant la pourriture en dessous. Je les regardais répéter la gentillesse. Maman pratiquait son rire doux devant le miroir. Papa répétait ses lignes charmantes. Henri, tu as perdu du poids. Tu as l'air 20 ans plus jeune. C'était écœurant. Un soir, alors qu'ils discutaient des plans de table, j'ai demandé prudemment, Papa, pourquoi es-tu si nerveux? C'est juste de la famille. Il a souri trop vite. Parce que la famille mérite le meilleur de nous-mêmes. Mais quand je suis passé devant son bureau plus tard, j'ai aperçu l'écran de son ordinateur, un document intitulé « Projet de transfert de titre de propriété ». Mon cœur s'est serré. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était rien. Peut-être un travail juridique, peut-être de vieux dossiers. Mais chaque fois que je les entendais chuchoter, chaque fois que maman mentionnait de nouveaux départs, je sentais le sol sous moi se fissurer. Le mardi soir, maman a dit, quand papy arrivera, tu lui verseras le premier verre de vin. Tu es sa préférée. Il ne se doutera de rien. J'ai souri faiblement, faisant semblant de ne pas comprendre. Mais à l'intérieur, je hurlais. Quand je me suis couché ce soir-là, fixant le plafond, j'ai réalisé que je ne pouvais plus faire semblant. J'avais déjà appelé papy une fois, je l'avais averti. Mais maintenant, je devais croire qu'il pensait ce qu'il disait, qu'il serait prêt. Et pourtant, une partie de moi espérait encore me tromper, que peut-être, juste peut-être, mes parents n'étaient pas aussi monstrueux que je le craignais. J'ai fixé mon téléphone pendant presque 1 heure avant de trouver le courage de l'appeler. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli le laisser tomber. Quand Papy Henry a répondu, sa voix était calme. Trop calme. Émilie, ma chérie, il est tard. Qu'est-ce qui ne va pas? Papy? Ma gorge s'est serrée. S'il te plaît, ne viens pas au dîner de Noël. Il y a eu un silence. Long, lourd. Pourquoi pas? J'ai pris une inspiration tremblante et j'ai murmuré les mots qui me hantaient depuis des jours. Papa et maman, ils préparent quelque chose. Quelque chose de terrible. Je les ai entendus. Il n'a pas interrompu. Il n'a même pas semblé surpris. Dis-moi exactement ce que tu as entendu. Alors j'ai tout dit. Chaque mot. Ce vieil homme ne passera pas un jour après notre surprise de Noël. Le manoir sera à nous.
Quand j'ai eu fini, mon cœur battait si fort que j'ai cru que j'allais m'évanouir. Une autre pause. Puis doucement. Tu as fait ce qu'il fallait, Émilie. Je suis fière de toi. Tu me crois, ai-je murmuré. Bien sûr. J'ai vu la façon dont il me regarde ces derniers temps. L'avidité a une façon de se montrer. Ça m'a brisé. Les larmes coulaient sur mon visage. Mi-peur, mi-soulagement. S'il te plaît, papy, va te mettre en sécurité. Ne viens pas ici. Non, a-t-il dit fermement. Si je fuis, il gagne. Je viendrai, mais pas seul. Pas seul? Ne t'inquiète pas, agis normalement. Laisse-les croire que tu ne sais rien. Avant que je puisse en demander plus, il a raccroché. Le lendemain matin, les larmes de maman me donnaient la nausée. Ton grand-père a confirmé qu'il venait. N'est-ce pas merveilleux? Son sourire était un poison enrobé de sucre. Papa l'a embrassé sur la joue en murmurant « Bien. » Tout se passe comme prévu. Ils ne m'ont pas remarqué, figé dans l'embrasure de la porte. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, écoutant la pluie contre ma fenêtre. Chaque coup de tonnerre sonnait comme un conte à rebours. J'ai repassé les derniers mots de papy encore et encore. Je viendrai, mais pas seul. Qui amènerait-il? Un ami, son avocat, de la sécurité? Et surtout, serait-ce suffisant? Car quelque chose dans le ton de papa me disait que quelle que soit la surprise qu'ils avaient préparée, ce n'était pas juste du poison dans un verre. C'étaient des années de ressentiment qui bouillonnaient enfin, et dans 5 jours, ça allait exploser directement à notre table. Le matin de Noël est arrivé, mais l'air dans notre maison semblait lourd, empoisonné. Maman fredonnait dans la cuisine, une mélodie joyeuse qui ne correspondait pas à l'obscurité dans ses yeux. Émilie, mets la table, ma chérie. Tout doit être parfait quand ton grand-père arrivera. Sa voix était claire, presque brillante comme un projecteur sur une scène de crime. Papa faisait les 100 pas près de la cheminée, vérifiant sa montre toutes les quelques minutes. Il n'est jamais en retard, marmonnait-il. Henri est trop fier pour faire attendre qui que ce soit. Chaque mot dégoulinait de quelque chose de tranchant de l'attente? De la peur? Je ne pouvais plus le dire. Les traiteurs sont arrivés vers midi. L'odeur de la dinde rôtie, de la cannelle et du beurre emplissait la maison. Normalement, cette odeur signifiait chaleur et famille. Aujourd'hui, elle me tordait l'estomac. Maman flottait dans la cuisine comme une artiste répétant son acte final. Les verres à vin alignés, dit-elle, ajustant l'un d'eux de quelques millimètres. Les bougies allumées juste avant qu'il n'arrive. Et Émilie, n'oublie pas de sourire. Je voulais crier. Sourire? Alors qu'il prévoyait de le tuer? Vers 16h30, je me suis faufilée dans ma chambre pour envoyer un message à papy. Tu viens toujours? S'il te plaît, dis-moi que tu es en sécurité. Pas de réponse. Les minutes sont devenues 1 heure. Dehors, le soleil commençait à se coucher, jetant de longues traînées oranges sur les sols en marbre du manoir. Papa se tenait près de la fenêtre, fixant l'allée. Il est en retard, dit-il, la mâchoire serrée. Il nous fait attendre, répondit maman froidement. Il a toujours aimé contrôler la pièce. Puis, à exactement 18h, des phares sont apparus à travers le portail. Maman a redressé son collier de perles. Le spectacle commence, a-t-elle murmuré. La sonnette a retenti. Papa a ouvert et s'est figé. Papy Henri se tenait là, aussi grand que jamais dans son pardessus sombre. Ses cheveux argentés brillaient sous la lumière du porche. Mais il n'était pas seul. 2 personnes sont entrées derrière lui, une femme en tailleur bleu marine et un homme avec une oreillette. Richard, Éléonore, dit papy d'une voix douce. Voici mademoiselle Moreau, mon avocate, et monsieur Lenoir, mon chef de la sécurité. Maman cligna des yeux. De la sécurité pour le dîner de Noël? Oh, juste une précaution, répondit papy avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Après tout, on ne peut jamais être trop prudent avec la famille de nos jours. Les mots transpercèrent la pièce. Papa força un rire. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Je plaisante rarement avec mon testament, dit papy.
Il les dépassa et entra dans le salon, scrutant tout, la table, les verres, même la bouteille de vin attendant à côté de la carafe. Puis ses yeux rencontrèrent les miens. Il fit un léger signe de tête, presque invisible, mais suffisant pour que mon cœur se calme pour la première fois depuis des jours. Le dîner était sur le point de commencer, mais ce n'était plus un rassemblement familial. C'était un champ de bataille déguisé en serviettes de lin et en bougies. Nous étions assis à table comme des acteurs piégés dans une scène à laquelle nous ne pouvions échapper. La lumière dorée du lustre scintillait sur les verres en cristal, rendant tout parfait, trop parfait. Même l'air semblait répéter. Papy était assis en bout de table, calme, presque royal. Maman et papa étaient assis en face de lui, leurs visages étirés en sourires polis. Je m'étais assise entre eux, la seule à connaître la vérité des deux côtés. Alors, commença papy, découpant lentement, délibérément la dinde. Richard, j'ai entendu dire que le bureau de Paris a toujours des difficultés. Est-ce vrai? Papa raidit sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Nous nous en occupons. Ces choses prennent du temps. Ah, murmura papy. 30 ans de mon travail et toujours pas de progrès. Curieux. Le silence qui suivit fut assourdissant. Même le tic-tac de l'horloge semblait fort. Maman s'éclaircit la gorge. Henri, peut-être devrions-nous simplement profiter du dîner. Pas de discussion d'affaires ce soir. Bien sûr, dit papy, souriant faiblement. Tu as raison, Éléonore. Parlons plutôt de famille. Il tourna son regard vers moi. Émilie, ma chère, pourquoi ne verserais-tu pas le vin? Tu as tellement grandi. J'aimerais voir si tes mains sont stables. Mon cœur s'est presque arrêté. J'ai tendu la main vers la bouteille, mes doigts tremblant légèrement. Le liquide rouge rubis s'est écoulé doucement dans chaque verre. Quand j'ai atteint papy, il a levé la main. Permettez-moi, dit-il doucement. Il a pris la bouteille de mes mains, a versé la sienne, puis, presque trop décontracté, a échangé son verre avec celui de papa. Personne d'autre ne semblait le remarquer, mais moi oui, et l'avocate de papy aussi, mademoiselle Moreau, dont les yeux ont juste jeté un coup d'œil, comme pour confirmer quelque chose. Nous avons mangé en silence pendant quelques minutes. Puis papy a posé sa fourchette, son ton faussement calme. Vous savez, Richard, quand votre mère était vivante, elle disait, Noël, c'est la gratitude, l'appréciation de ce que nous avons, pas la prise de ce qui ne nous appartient pas. Le sourire de papa affaiblit. Nous apprécions tout ce que vous nous avez donné, dit-il. N'est-ce pas, Éléonore? Bien sûr, dit maman rapidement, sa voix trop aiguë, trop rapide. Bien, répondit papy. Parce que j'ai beaucoup réfléchi à l'héritage, à qui mérite de le faire perdurer. Il me regarda droit dans les yeux. Émilie a de l'intégrité. Elle ne ment pas. Elle ne vole pas. L'air se craquela. La main de papa se serra autour de son couteau. Que êtes-vous exactement en train d'insinuer? Papy se pencha en arrière, absolument serein. Je n'insinue rien, Richard. Je vous rappelle simplement que l'avidité a des conséquences. Puis il leva son verre. À la famille, dit-il. Papa hésita, mais leva son propre verre, celui que papy avait échangé. Il but à grandes gorgées. Pendant une fraction de seconde, tout fut immobile. Puis la couleur quitta son visage. Quoi? Que as-tu fait? Papy sourit faiblement. Rien de grave, juste un petit avant-goût de ce que ressent la confiance quand elle est empoisonnée. La main de papa trembla alors qu'il s'agrippait au bord de la table. Son visage devint d'un blanc fantomatique. Quoi? Que as-tu mis dans mon verre? Papy se pencha légèrement, la voix froide et délibérée. Détends-toi, Richard. Ce n'est pas du poison, juste un léger sédatif. Tu iras bien dans quelques minutes. Mais au moins, maintenant tu sais ce que ça fait d'être impuissant. Maman se leva d'un bond. Henri, comment oses-tu? C'est insensé. Est-ce le cas? Le regard de papy la transperça. Où est-ce la justice? Sa voix trembla. Vous ne pouvez rien prouver. Vous ne pouvez pas. Il l'interrompit doucement, faisant un signe de tête vers l'extrémité de la table. Je le peux,
Monsieur le Noir. L'homme en costume noir tapota sa tablette. Une vidéo commença à être diffusée sur l'énorme téléviseur de la salle à manger derrière nous. L'audio emplit la pièce. Des voix inoubliables. Papa, ce vieil homme ne passera pas un jour après notre surprise de Noël. Maman, le manoir sera à nous. Le son de leur rire résonna dans la salle à manger. Le visage de maman se vida de toutes couleurs. Papa resta figé, les yeux écarquillés, les lèvres tremblantes. Où as-tu eu ça, murmura-t-il. Vos téléphones, dit Papy d'un ton froid. Je ne les ai pas piégés. Vous avez oublié de raccrocher. Émilie a tout entendu. Elle m'a appelé juste après. Leurs deux têtes se tournèrent vers moi. Tu lui as dit, siffla maman. J'ai sauvé sa vie, ai-je rétorqué. Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Papa claqua son poing sur la table. Stupide fille. Tu as tout gâché. Non, dit Papy, se levant. Vous vous êtes gâché vous-même. Mademoiselle Moreau ouvrit une pochette en cuir et commença à étaler des papiers sur la table. Son ton était net et inébranlable. Depuis ce matin, Monsieur Henri Mercier a transféré la pleine propriété du manoir Mercier et des biens immobiliers associés à une fondation caritative. La fondation Mercier sous la direction d'Émilie Dubois. Maman haleta. Quoi? Tu lui as donné? Pas donné, corrigea Papy. Confié. J'ai construit cette famille sur l'intégrité, pas sur l'avidité. La respiration de papa devint saccadée. Tu ne peux pas simplement nous effacer de tout. Nous sommes de ton sang. Le sang ne vaut rien sans l'honneur, dit Papy, sa voix s'élevant pour la première fois. Tu voulais me tuer pour de l'argent, Richard. Ton propre père. Tu m'as poussé à le faire, cria papa, en faisant reculer sa chaise. Tu as toujours tout contrôlé, les affaires, le testament, ma vie. Et vous avez tout gâché, tonna la voix de Papy à travers la table. Vous pensez que ce manoir définit le pouvoir? Vous pensez que le voler ferait de vous plus que le garçon faible et effrayé qui a toujours blâmé les autres? Maman couvrit ses oreilles, tremblante. Arrêtez ça, vous deux. Mais Papy ne s'arrêta pas, vous vouliez mon empire? Très bien, prenez-le. Mais vous vivrez avec ce que vous avez fait. Chaque papier, chaque enregistrement, chaque témoin, tout est prêt à être remis aux autorités. Les larmes montèrent à mes yeux. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Féroce, inarrêtable, juste. Papy, s'il te plaît, murmurai-je. Il se tourna vers moi, son expression s'adoucissant. Ne pleure pas, Émilie. Ce n'est pas une vengeance. C'est la vérité. Il fit de nouveau face à mes parents. Vous avez prévu de mettre fin à ma vie pour ce manoir. Ce soir, je mets fin à votre droit à celui-ci. Vous n'avez plus rien ici. Ni la propriété, ni ma confiance, ni mon respect. La voix de papa se brisa en une supplication. Henri, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Vous l'avez déjà fait, dit Papy, reculant. En me montrant qui vous êtes vraiment. Silence. Juste le léger crépitement des bougies qui se consumaient. Monsieur le Noir fit un pas discret en avant. Monsieur Mercier, dois-je les escorter dehors? Oui, dit Papy. Ils n'ont plus leur place dans cette maison. Maman éclata en sanglots alors que les gardes la guidaient vers la porte. Papa suivit, vaincu, me regardant une dernière fois. J'ai croisé son regard, et pour la première fois, je n'ai ressenti aucune peur, seulement du soulagement. La porte d'entrée se referma derrière eux avec un clic creux et résonnant. Papy se laissa retomber dans sa chaise, épuisé mais calme. Justice, murmura-t-il, fixant son vin intact. C'est le vrai cadeau de Noël. J'ai tendu la main à travers la table, pris sa main et chuchoté. Tu n'as pas seulement sauvé ta vie ce soir, Papy. Tu as sauvé la mienne aussi. La salle à manger fut silencieuse après que la porte se soit refermée avec fracas. Seul le léger tintement du lustre qui oscillait au-dessus de nous brisait le calme. Mes parents, ma propre chair et mon sang, venaient d'être escortés hors du manoir comme des criminels. Longtemps, personne ne parla. Papy resta immobile,
ses doigts effleurant légèrement la nappe à l'endroit où leur verre avait été. Finalement, il expira. Je n'aurais jamais pensé devoir faire ça, dit-il doucement. Pas à mon propre fils. J'ai dégluti, ma voix tremblante. Tu as fait ce que tu devais faire. Non, dit-il, secouant lentement la tête. J'ai fait ce qu'il m'a poussé à faire. Nous avons entendu des cris étouffés dehors. Je me suis dirigé vers la fenêtre. Dans l'allée, papa et maman se disputaient, les visages tordus de rage et de honte. Leur voix résonnait contre les murs de pierre. Tu avais promis que ça marcherait, cria maman. C'est toi qui voulais ça, rétorqua papa. C'est ton idée de l'empoisonner. Tu as accepté. N'ose pas me faire porter le chapeau. Il se déchirait. Le couple parfait se désagrégeait sous le poids de leur propre avidité. J'ai pressé ma main sur ma bouche, mon cœur brisé et brûlant en même temps. Ils se détruisent, murmurai-je. Papy m'a rejointe à la fenêtre, son reflet à côté du mien dans la vitre. Le mal ne reste jamais uni, Émilie, dit-il doucement. Il se retourne toujours contre lui-même. Un flash de lumière rouge et bleue perça l'obscurité. 2 voitures de police se sont arrêtées devant le portail. Je les ai appelées plus tôt, dit papy calmement. Avant le dîner, juste au cas où. En quelques minutes, les officiers étaient à la porte. L'un d'eux, grand, stable, entra. Monsieur Mercier, nous avons reçu votre rapport. S'agit-il des personnes que vous avez mentionnées? Papy fit un signe de tête vers l'allée. Oui, ce sont mon fils et sa femme. Ils ont essayé de me nuire. Vous trouverez des preuves à l'intérieur. Les officiers partirent leur parler. J'ai regardé l'expression de ma mère passer de la colère à la terreur lorsqu'ils ont ouvert son sac et trouvé la petite fiole en verre, la même poudre qu'elle avait destinée au vin de papy. Éléonore Dubois, Richard Dubois, dit un officier, la voix ferme. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'agression et conspiration en vue de causer des préjudices. Le cri de maman déchira l'air froid alors qu'il la menottait. Papa ne résista pas. Il resta là, les yeux vides, murmurant, Émilie, s'il te plaît, dis-leur. J'ai secoué lentement la tête, les larmes coulant sur mes joues. Je ne peux pas vous sauver de vous-même. Alors qu'ils étaient emmenés, le vent me ramena sa voix. Tu as ruiné cette famille, Émilie. Non, ai-je pensé, c'est vous qui l'avez fait. Lorsque les voitures de police ont disparu sur la longue allée, le silence est revenu, le genre qui semble plus lourd que le son. Papy posa une main douce sur mon épaule. Tu as été courageuse, dit-il. Plus courageuse que je n'aurais pu l'espérer. Ça ne ressemble pas à du courage, murmurai-je. Ça ressemble à tout perdre. Parfois, répondit-il, il faut perdre ce qui est pourri pour sauver ce qui vaut la peine d'être conservé. Les bougies s'éteignirent une par une, et dans cette lumière faiblissante, je réalisai que Noël n'était plus une question de gratitude. C'était une question de survie. Le lendemain matin, la lumière du soleil s'est faufilée dans le manoir comme si elle avait peur d'entrer. Tout était immobile, les chaises, les assiettes, la dinde intacte, des rappels figés de ce qui s'était passé. Je suis descendu pour trouver papy assis près de la cheminée, ses lunettes de lecture sur le nez, feuilletant des documents. Son expression était calme, mais ses mains tremblaient légèrement. « Tu as dormi ?» ai-je demandé. Il leva les yeux et sourit faiblement. J'ai fermé les yeux, mais mon esprit ne s'est pas reposé. Moi non plus. Le silence entre nous n'était pas vide. Il était plein, plein de tout ce que nous n'avions pas besoin de dire. Vers midi, le téléphone a commencé à sonner sans arrêt. Voisins, journalistes, même des membres du conseil d'administration de la société de papy. Le milliardaire Henri Mercier survit à une tentative d'empoisonnement présumée par sa famille. C'était le titre des journaux. J'ai éteint la télévision. Il n'avait pas besoin de voir ça. Plus tard dans l'après-midi, un détective est passé avec une mise à jour. Monsieur Mercier, dit-il, nous avons inculpé les 2 suspects. Il y a suffisamment de preuves pour tentative d'homicide et conspiration. La vidéo et les échantillons de poudre ont été décisifs. J'ai regardé papy hocher la tête solennellement, comme un homme acceptant à la fois la justice et le chagrin. Et la fille, demanda doucement le détective. Papy me sourit doucement.
Elle n'est pas suspecte, dit-il. Elle est la raison pour laquelle je suis encore en vie. Quand le détective est parti, j'ai finalement craqué. Je ne sais pas ce que je ressens, ai-je murmuré. Ce sont mes parents, papy. Mais ils ont essayé de me tuer, soupira-t-il, refermant le dossier sur ses genoux. Parfois, la vérité est cruelle, mais c'est toujours la vérité, et elle nous libère même quand elle fait mal. Les jours passaient. Des reporters campaient devant nos grilles, avides de scandales. Mais papy refusa toutes les interviews. La justice n'a pas besoin d'un public, me dit-il. Elle a juste besoin de paix. Pendant ce temps, les avocats de maman et papa ont contacté les procureurs pour des négociations de plaidoyer. Les procureurs ont proposé un accord. Des accusations moins graves en échange d'une confession complète. Papy a accepté. Non pas parce que j'ai pitié d'eux, dit-il, mais parce que je veux que cela se termine sans haine. C'est une question de pureté. Lorsque le verdict est tombé 2 semaines plus tard, cela m'a semblé surréaliste. 3 ans de probation, 200 heures de travaux d'intérêt général dans une maison de retraite. Il leur était interdit de contacter papy ou moi pendant 5 ans. Les tabloïds ont qualifié cela de clément. Mais je savais mieux. Ce n'était pas de la miséricorde. C'était une conséquence, poétique et silencieuse. Ce soir-là, papy nous a servi du thé au lieu du vin. À la vérité, dit-il, levant sa tasse. Et à la paix, ai-je ajouté. Alors que le feu crépitait à côté de nous, j'ai réalisé quelque chose. La justice n'est pas bruyante. Elle ne punit pas toujours. Parfois, elle rétablit simplement l'équilibre et vous permet de respirer à nouveau. 1 mois plus tard, le manoir se sentait différent, plus calme, plus léger, comme s'il avait enfin exhalé après des années à retenir son souffle. L'hiver s'était installé sur Paris. Les jardins étaient recouverts de givre, les fontaines gelées en plein jet. À l'intérieur, papy et moi avons décoré le sapin de Noël. Quelque chose que mamie faisait avant de nous quitter. Argent ou or, ai-je demandé, tenant 2 rubans. Argent, dit papy. L'or sans le passé. Il sourit faiblement en plaçant la dernière décoration, une petite photo de mamie dans sa robe de mariée. Nous nous sommes reculés et avons admiré les lumières scintillantes dans les branches. Pour une fois, le silence entre nous n'était pas douloureux. C'était la paix. Au bout d'un moment, papy me tendit une petite boîte en velours. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Ouvre-la. À l'intérieur se trouvait une seule clé ancienne attachée à une étiquette en laiton qui disait « La Fondation Mercier ». Elle est à toi maintenant, dit-il doucement. La fiducie que nous avons créée, celle qui possède ce manoir et finance des bourses d'études. Je veux que tu la diriges. Moi, ai-je haleté. Mais je ne suis pas prête. Tu le es, dit-il, les yeux doux mais fermes. Tu as vu le mal et tu as choisi le bien. Tu t'es tenu pour la vérité quand cela t'a tout coûté. C'est ça, le leadership. Les larmes ont brouillé ma vision. Je l'ai serré dans mes bras. Et pendant un instant, je me suis sentie à nouveau comme une enfant. En sécurité, aimée, entière. Dehors, la neige commençait à tomber, recouvrant le monde de blanc. Pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais plus hantée par ce qui s'était passé. Je me sentais reconnaissante non pas pour ce que j'avais perdu, mais pour ce qui avait survécu. La famille n'est pas seulement le sang. C'est ceux qui se tiennent à vos côtés quand le monde s'écroule. Et cette nuit-là, alors que le feu s'éteignait et que papy somnolait dans son fauteuil, j'ai murmuré une promesse silencieuse. J'honorerai son héritage, non pas par la richesse, mais par la vérité. Et quand le monde regarderait à nouveau le nom de Dubois, il ne verrait pas la trahison. Il verrait la rédemption.